Des centaines de milliers de personnes vivent en ce moment même dans ces camps, endurant cet enfer tous les jours. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, ça se passe en direct, là, maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo et que vous écoutez ma voix. Évidemment, si vous étiez l'un de ceux piégés dans ce cauchemar bien réel, vous voudriez fuir. Le problème, c'est que la Corée du Nord est très probablement le pays le plus difficile au monde à quitter. Principalement parce que la Corée du Nord ne vous autorise pas à partir. Tenter de quitter le pays est considéré comme de la trahison, c'est les camps et souvent la mort. Et même si vous réussissez à sortir, le régime nord-coréen a tendance à s'en prendre aux membres de votre famille restés sur place. Cela signifie que votre conjoint, vos enfants, vos parents, voire vos grands-parents peuvent être arrêtés et envoyés à vie dans l'horreur d'un camp s'ils n'ont pas fui avec vous. Pour beaucoup, c'est tout ce qu'il faut comme menace pour les garder bien sages, compréhensibles, même si c'est terriblement frustrant. Mais si vous avez décidé de partir malgré tous les risques et toutes les conséquences, voici les rares moyens d'y parvenir. Malheureusement, aucun n'est facile et tous ont leurs propres difficultés géographiques. La destination la plus évidente est la Corée du Sud, l'exact opposé de la Corée du Nord, une démocratie libre, libérale et riche. La Corée du Sud revendique l'autorité légale sur toute la péninsule coréenne et considère officiellement les 26 millions de Nord-Coréens comme ses propres citoyens. Cela signifie que si vous arrivez là-bas, vous avez la citoyenneté garantie, un avenir, et vous êtes en sécurité. Mais parcourir cette courte distance du nord au sud de la péninsule est probablement le voyage le plus difficile qu'un être humain puisse faire au XXIe siècle. Traverser directement la frontière sud est presque impossible, c'est littéralement l'endroit le plus militarisé de la planète. Tout est couvert de hauts murs, de barbelés électrifiés, de millions de mines terrestres et défendus par des millions de soldats avec des munitions réelles et l'ordre explicite de tirer pour tuer quiconque serait assez fou ou courageux pour essayer. Une fuite par ici serait la plus rapide, mais aussi la plus dangereuse. Vos chances de succès sont minces. Pourtant, beaucoup ont essayé et certains ont réussi. En 2017, un Nord-Coréen a conduit sa voiture jusqu'à la ligne de démarcation militaire, a foncé, s'est écrasé, est sorti en courant sous une pluie de balles de mitrailleuses des gardes-frontières nord-coréens et s'est effondré côté sud derrière un mur avant d'être secouru. Il a été touché 5 fois et a perdu la moitié de son sang, mais il a survécu et vit aujourd'hui au sud. Pour la plupart des gens, fuir directement vers le sud comme ça reste beaucoup trop risqué. Ils choisissent donc d'autres options. Si la frontière sud est quasiment impénétrable, les côtés est et ouest sont bordés par l'océan, ce qui pose d'autres problèmes. Acheter un bateau et fuir avec est impossible. La plupart des Nord-Coréens sont extrêmement pauvres et de toute façon, il n'y a aucun moyen d'acheter un bateau, même avec de l'argent. Pour la plupart, il ne reste donc que nager jusqu'en Corée du Sud avec le risque de se noyer ou d'être repéré par les patrouilleurs nord-coréens. En 2016, un homme nommé Chul Yoon-lee, haut responsable du ministère de la Sécurité d'État, a décidé de faire défection avec un ami par cette méthode. Ensemble, ils ont acheté une chambre à air de moto, une pompe à air et un peu de nourriture, puis se sont rendus à peu près ici, à l'ouest, juste derrière la DMZ. Une fois la nuit tombée, ils se sont jetés à l'eau et ont nagé frénétiquement sans être détectés. Malheureusement, la pompe n'a pas fonctionné, ils ont dû abandonner la chambre à air et se fier à leur sac à dos pour flotter. Ils ont nagé sans arrêt pendant plus de 4 heures dans le noir jusqu'à voir un bateau non identifié s'approcher. Craignant que ce soit une patrouille nord-coréenne, ils ont nagé jusqu'à cette petite île et ont attendu que le bateau parte. C'était l'automne, il faisait froid, ils étaient trempés et peu vêtus. Ils ont trouvé des déchets pour s'isoler, se sont reposés, et au lever du jour, ils ont bricolé un radeau avec des palettes en bois, du polystyrène et d'autres détritus. Ils sont repartis en pagayant avec les mains, portés par le courant. Par chance, ils ne s'en étaient pas rendus compte, mais ils avaient déjà largement dépassé la frontière sud-coréenne. Des navires sud-coréens les ont vite repérés et secourus. Ils ont réussi. Beaucoup d'autres non. Pour la plupart, atteindre directement la Corée du Sud en traversant la DMZ ou en la contournant à la nage finit par la mort ou la capture. Il reste donc à rejoindre la Corée du Sud indirectement, via un pays tiers. Il y a 3 autres pays frontaliers outre la Corée du Sud, mais aucun n'est une bonne option. Le Japon serait probablement le meilleur, vous seriez libre et envoyé en Corée du Sud. Mais il faut d'abord traverser la mer du Japon, souvent dangereuse et sujette au typhon, et dans le meilleur des cas avec un petit bateau. Résultat, seulement 3 cas confirmés de transfuges nord-coréens arrivés directement au Japon. Trop rare. Il vaut mieux regarder vers le nord. Là-haut, la frontière est beaucoup moins surveillée et bien plus facile à franchir que celle du sud.
Mais cela signifie entrer en Chine ou en Russie, deux très mauvaises options. La frontière avec la Russie ne fait que 17 km le long de la rivière Tuman et est facilement surveillée des deux côtés. Même si vous passez, la politique officielle russe est de renvoyer immédiatement tous les Nord-Coréens en Corée du Nord. Et en tant que Nord-Coréen, vous vous feriez vite repérer. Théoriquement, vous pourriez atteindre le consulat sud-coréen à Vladivostok et obtenir la liberté, mais y arriver sans être vu par la police russe est presque impossible. Du coup, fuir en Chine est l'option de loin la plus populaire et la moins risquée. La frontière fait plus de 1300 km et suit les fleuves Yalu et Tuman à travers un terrain montagneux et sauvage. La surveillance est légère sur la majeure partie du trajet. Les meilleurs moments pour passer, l'été, quand les fleuves sont au plus bas, ou l'hiver, quand ils sont gelés et qu'on peut simplement courir dessus. Entrer en Chine est relativement facile. Mais la Chine ne peut pas devenir votre nouveau foyer. Comme la Russie, la politique chinoise est de renvoyer immédiatement tous les transfuges nord-coréens en Corée du Nord, où vous attendrez presque certainement une fin atroce. Le bon côté, beaucoup de provinces frontalières chinoises, comme Yanbian, comptent d'importantes minorités ethniques coréennes naturalisées chinoises. Il est donc assez facile de se cacher un moment et d'éviter les autorités chinoises le temps de planifier la suite. Si vous passez par un courtier étranger, ça peut coûter jusqu'à 18 000 $, une fortune absolue quand on sait que le Nord-Coréen moyen gagne à peine 1300 $ par an, plus de 10 ans de salaire moyen. Si vous avez les moyens, un courtier est une bonne option. Sinon, la meilleure idée est souvent de continuer jusqu'à Shenyang, où se trouve le consulat sud-coréen le plus proche en Chine. Si vous arrivez là-bas et entrez dans le bâtiment, vous êtes probablement en sécurité. Mais c'est à 200 km de la frontière et le périmètre est étroitement surveillé par la police chinoise. Si on vous attrape, c'est fini. En 2004, 44 Nord-Coréens avaient réussi à prendre d'assaut l'ambassade du Canada à Pékin, déguisés en ouvriers du bâtiment, en escaladant les murs avec des échelles. Depuis, la Chine a fortement renforcé la sécurité autour des consulats et ambassades étrangères, surtout sud-coréens. Refaire ça aujourd'hui serait bien plus compliqué. Du coup, il faut très probablement traverser toute la Chine pour rejoindre un pays plus accueillant. Le problème, la Chine est immense et très peu de pays voisins vous aideront. La Russie vous renverra, le Vietnam, le Laos et le Myanmar sont proches de Pyongyang et vous renverront aussi. Entrer en Inde, au Bhoutan, au Népal ou au Pakistan nécessiterait de marcher dans l'Himalaya, hors de question. Il ne reste donc que deux destinations réalistes et amies, la Mongolie ou la Thaïlande. La Mongolie est la plus proche et le gouvernement est compréhensif. Si vous arrivez, on vous enverra en Corée du Sud, pas au nord. Il suffit de vous rendre à la police mongole. Le seul problème, il faut traverser le désert de Gobi, l'un des plus grands et des plus hostiles du monde, avec un climat extrême, une faune dangereuse et très peu de ressources. Traverser le Gobi demande des compétences que personne n'a appris en Corée du Nord. Pourtant, certains y arrivent. En 2007, Park Yeon-mi et sa mère ont fui en traversant la rivière Tuman gelée. À cause de la politique de renvoi chinoise, impossible de trouver du travail légal. Elles sont tombées entre les mains de trafiquants d'êtres humains. Après des mois dans la clandestinité, elles ont atteint Qingdao et trouvé refuge dans une église. Après presque 2 ans cachées en Chine, avec l'aide de missionnaires et de militants des droits de l'homme, elles ont tenté le tout pour le tout vers la Mongolie dans l'espoir d'être renvoyées en Corée du Sud. Cette incroyable mère et sa fille ont réussi à traverser le Gobi et ont atteint la frontière mongole. Mais des gardes les ont interceptées et ont menacé de les renvoyer en Chine, donc en Corée du Nord et dans les camps. Désespérées, elles ont sorti des couteaux et ont juré de se suicider sur place si c'était le cas. Souvent, pour un transfuge nord-coréen, la mort est préférable au retour. Par chance, les gardes ont eu pitié, les ont emmenés à Oulan-Bator, puis envoyés directement à Séoul. Aujourd'hui, Yeon-mi Park vit à New York et anime une chaîne YouTube où elle parle ouvertement de sa vie en Corée du Nord. C'est fascinant, je vous recommande vraiment d'aller voir, le lien est en description. Traverser le Gobi reste trop dur pour la plupart. L'option bien plus populaire consiste à prendre un train ou un bus clandestinement à travers la Chine et tenter de fuir vers la Thaïlande. Voici les 5 gares les plus proches de la frontière nord-coréenne reliées au réseau TGV chinois. Si vous avez l'argent et la capacité de rester discret, vous pouvez monter dans l'une d'elles, descendre près de la Mongolie et courir, ou descendre ici à Kunming, province du Yunnan, et tenter de prendre un bus ou de marcher jusqu'en Thaïlande. Il y a plein de bus de Kunming vers d'autres pays d'Asie du Sud-Est, mais même si vous arrivez à passer inaperçu, la Chine et la Thaïlande n'ont pas de frontières communes.
Il faut traverser le terrain montagneux du Yunnan, puis les jungle dangereuses et isolées du Laos ou du Myanmar, avant de franchir le fleuve Mékong. En 2017, c'est exactement ce qu'ont fait Park Yin-woo et son père. Les deux sœurs de Park avaient déjà atteint la liberté au sud et envoyaient secrètement de l'argent. Avec l'aide d'un courtier en Chine, ils ont décidé de partir. Par une nuit glaciale de février 2017, ils ont traversé la rivière Tuman gelée avec une pilule de poison pour Ra au cas où ils se feraient prendre. Une des sœurs et leur contact les attendaient de l'autre côté avec une camionnette. Ils ont été conduits dans une planque à Yanji, ont changé de vêtements, puis pris un train pour Shenyang, un autre pour Zhengzhou, un autre pour Pékin, puis une série de bus jusqu'à Kunming. Mais à peine arrivés, les autorités chinoises les ont repérés. Park et son père ont fui le bus et se sont séparés. Park a continué seul à pied à travers les jungles denses du Laos jusqu'au Mékong, dernier obstacle. Il a traversé et s'est immédiatement rendu à la police thaïlandaise, qui l'a confié aux autorités sud-coréennes. Il a été envoyé à Séoul. Son père, lui, avait été arrêté par la police chinoise et renvoyé dans une prison près de la frontière nord-coréenne. Pour une raison inconnue, la prison l'a libéré. Il a repris contact avec les courtiers, est redescendu jusqu'au Vietnam, a évité toute détection et a finalement pris un avion pour Séoul. Il lui aura fallu 1 an et demi et plus de 8000 km pour atteindre un endroit situé à seulement 650 km de chez lui. Ce sont les seules options possibles pour le Nord-Coréen moyen piégé dans le pays. Toutes sont dures et désespérées. Et parfois, même arriver en Corée du Sud ne garantit pas la sécurité à vie. En 2002, une femme nommée Jin Gyeong-suk avait réussi à faire défection, était devenue citoyenne sud-coréenne et s'était mariée. Pour leur lune de miel en 2004, ils étaient retournés près de la frontière sino-nord-coréenne pour tourner un documentaire sur les horreurs du régime. Là, des hommes non identifiés l'ont kidnappée et ramenée de force en Corée du Nord, où elle a été envoyée dans un camp, torturée et exécutée malgré son statut de résidente légale sud-coréenne. Fuir la Corée du Nord n'est jamais facile pour personne. Toutes ces options sont difficiles, et même une fois sortis, on peut très facilement vous ramener de force et vous tuer. Il existe d'innombrables autres histoires de personnes héroïques qui ont défié les probabilités et réussi à s'échapper par divers moyens. Ce qui rend la Corée du Nord si fascinante pour beaucoup d'entre nous à l'extérieur, c'est que ce n'est pas de l'histoire ancienne. Vous lisez les témoignages horribles des survivants, vous écoutez leurs récits, et vous réalisez que ça ne date pas de 1940, mais que ça aurait pu arriver hier. La guerre froide s'est terminée partout ailleurs en 1991, mais jamais en Corée. Et aujourd'hui, elle est pire que jamais. Le conflit moderne en Corée est une histoire incroyablement complexe et controversée, des tentatives d'évasion trop violentes pour YouTube, le développement de bombes nucléaires, des millions de gens qui croient que Kim Jong-un est un dieu vivant, des missiles capables d'atteindre le cœur des États-Unis, le plus grand arsenal d'armes chimiques jamais vu, et le sort de dizaines de millions de personnes suspendues à un fil. C'est sans aucun doute l'un des conflits les plus fascinants, violents et controversés des 20e et 21e siècles. Malheureusement, je ne peux pas le couvrir en détail sur YouTube à cause de leurs conditions d'utilisation. Je sais comment fonctionne YouTube. Cette vidéo a déjà de très grandes chances d'être démonétisée et enterrée par l'algorithme à cause du sujet. Mais dès que je commencerai vraiment à plonger dans toute l'histoire du conflit du 21e siècle entre la Corée du Nord, la Corée du Sud et les États-Unis, ce qui est en jeu, pourquoi tout a commencé, comment ça s'est déroulé et comment on en est arrivé là, c'est garanti. La vidéo sera censurée et vous ne la verrez jamais. Du coup, j'ai créé une autre vidéo compagnon complète, de la même durée que celle-ci, dans ma série moderne Conflict en cours, avec toutes ces infos controversées mais fascinantes, et je l'ai uploadée sur Nebula. Nebula, c'est la plateforme qui accueille des tonnes de contenus exclusifs sans pub, comme toute ma série moderne Conflict. 5 autres vidéos complètes déjà disponibles sur le conflit israélo-palestinien, la guerre en Afghanistan, la guerre Arménie-Azerbaïdjan de 2020 et la guerre russo-ukrainienne dans le Donbass. Toutes ces vidéos sont uniquement sur Nebula parce que l'algorithme YouTube punit à vie les créateurs qui tentent quoi que ce soit de nouveau ou de controversé. Nebula, c'est différent. Pas d'algorithme, pas de pub, juste une plateforme dédiée à du contenu génial et unique fait par des créateurs éducatifs indépendants. L'écosystème Nebula nous permet de prendre des gros risques avec des projets coûteux, comme mon propre documentaire de 35 minutes tourné sur place autour de la mer de Salton, le plus grand lac de Californie et probablement la plus grande catastrophe environnementale des États-Unis, qui a chassé des milliers d'Américains de chez eux et créé la plus grande ville fantôme d'Amérique et plein d'autres projets de créateurs que vous connaissez. Wendover Productions, Alpha Interesting, Tom Scott, etc.
Le meilleur moyen d'accéder à Nebula et tout ce contenu incroyable, c'est clairement le pack Curiosity Stream plus Nebula, actuellement en promo à moins de 15 € par an pour les deux plateformes. Et Curiosity Stream a aussi des pépites, comme la série Dynasty, les familles qui ont changé le monde, avec un épisode génial de 50 minutes qui plonge en profondeur dans la dynastie qui explique comment ils sont passés de l'obscurité totale à la domination du régime le plus totalitaire du monde. Franchement, je ne connais pas de meilleur deal dans tout le streaming. Deux plateformes, du contenu que vous allez vraiment regarder, le tout pour moins de 15 € par an en ce moment. Et en plus, en vous abonnant, vous aidez directement des dizaines de créateurs éducatifs indépendants, bien au-delà de Real Life Lore. Alors s'il vous plaît, cliquez sur le bouton à l'écran ou sur le lien en description, curiositystream.com/realiflore. Et comme toujours, merci infiniment d'avoir regardé.